console et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Bonsoir à tous. Comme vous le savez, il est déjà temps, il est l'heure d'avoir notre partage scientifique qui vous sera présenté par notre compatriote Philippe. Et voilà, je veux lui laisser la parole et il va introduire son sujet, il va quand même nous donner et nous transmettre son savoir-faire et le peu qu'il doit nous partager ce soir. J'ai pris à tous d'être là et de réagir rien que quand on va leur donner la parole. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour la parole, Monsieur Jonathan. Je suis content enfin de pouvoir encore partager avec la grande famille. Je vous salue à partir des Tianjin. Et voilà, donc aujourd'hui nous allons... Oui, je disais qu'aujourd'hui nous allons parler d'un sujet... on va essayer de partager, hein. Et puis, évidemment, j'aimerais aussi écouter les avis des autres sur ces sujets. Nous allons parler de la fuite des capitaux en RDC. On fera un diagnostic et puis, avant de faire quelques propositions de solutions. Alors, nous allons commencer dans un premier point par les généralités et les définitions. Nous allons passer ensuite, historiquement, on va parler de la période coloniale en RDC, parce que je vais avoir une approche un peu chronologique. Après, je vais passer à la Deuxième République, avant de parler de la transition et la Troisième République. Enfin, je ferai certains constats ou d'autres constats à part ceux que j'aurais fait pendant les présentations, ensuite les propositions de solutions. Alors, si je dois commencer par parler de définition et généralité, d'abord, j'aimerais parler du capital, le terme capital qui sera utilisé ici et qui sera repris plusieurs fois. Alors, je me suis juste référé à Larousse pour parler pour voir ce que le mot capital était. Alors, Larousse, le dictionnaire Larousse définit le terme capital, utilise 4 définitions. D'abord, il s'agit d'une somme d'argent constituant l'élément principal d'une dette et rapportant des intérêts. C'est la première définition. La deuxième définition, un patrimoine possédé par un individu, une famille ou une entreprise et pouvant rapporter un revenu. Terme important, revenu. Troisième définition, somme d'argent assez conséquente et disponible. OK. Et la quatrième définition, c'est juste un ensemble de ressources accumulées par quelqu'un ou un pays. C'est comme ça qu'on peut parler. Quelqu'un a amassé un capital de connaissances, par exemple. Mais la deuxième définition, la première et la deuxième, semblent être vraiment très... les deux définitions semblent être très intéressantes pour les financiers. Surtout la deuxième qui est vraiment spécifique et elle dit que le capital, en fait, au capital, on relie les mots, on relie les concepts des revenus. Donc, c'est très important. Un capital doit, normalement, s'il travaille, s'il est mis en activité, il doit produire un revenu. Ou bien il y a aussi le rapport ça peut rapporter des intérêts, comme la première définition. Et ici, on peut déjà rappeler qu'un capital qui n'est pas en activité peut se déprécier. Voilà. Alors, on peut déjà classifier les capitaux. Alors, déjà, la définition de Larousse nous donne une lumière là-dessus. D'abord, il y a les capitaux financiers. Les 3 premières définitions, elles sont dans ce groupe-là, où on a parlé des sommes d'argent, patrimoine, pouvant rapporter un revenu, somme d'argent, les 3 premières définitions. Et après, à part les capitaux financiers, je dois parler des capitaux humains. Je vais m'arrêter juste à ces 2 types de capitaux dans ce cadre de cette présentation.
Alors, la théorie des capitaux humains, elle est quand même récente et généralement, elle concerne les personnes. Alors, quand on parle de la fuite des capitaux, on voit le fait que les capitaux sont placés ou investis à l'étranger. Alors, les capitaux sont investis à l'étranger. Ici, on peut voir déjà sous un autre angle ou sous l'angle des capitaux humains que, par exemple, la fuite des cerveaux est une illustration de la fuite des capitaux humains. Alors, on peut rappeler, les gens peuvent juste voir que la fuite des capitaux, elle peut être légale. Ça veut dire lorsque la loi domestique ou la loi dans un pays le permet. Il faudrait d'ailleurs voir même aussi, si on veut analyser loin, voir comment est-ce que les lois sont taillées pour favoriser ces genres de fuite des capitaux, cette fuite, en fait que la fuite devienne légale. Ensuite, la fuite des capitaux, elle peut être illégale, c'est quand il s'opère en violation de la loi. Alors, quoique la RDC présente les deux types de capitaux en fuite, notre exposé ou mon exposé ne concernera plus que les capitaux financiers. Évidemment, un jour, on verra si on peut parler de capitaux humains aussi. Alors, comme j'avais déjà annoncé avant, j'avais dit que nous allons prendre une approche un peu chronologique pour diagnostiquer le fuite des capitaux en RDC avant de proposer quelques pistes de solutions. Alors, mon intervention a pour but de rappeler ces fléaux qui freinent notre développement, d'informer ceux qui n'en sont pas conscients. Alors, j'essaierai quand même d'être pluridisciplinaire pour ne pas ressembler juste à un financier que je ne suis pas, ou un économiste que je ne suis pas non plus, ou encore moins un juriste que je ne suis pas. Alors, je dois juste vous rappeler que cette réflexion a été faite il y a 2 ans, je l'ai faite il y a 2 ans, dans le cadre de mes réflexions personnelles, pour nourrir mon blog, comme on vous l'a partagé, on vous l'a dit, mais aussi parce que j'ai fait partie d'un groupe de réflexion. Donc, je l'ai fait il y a 2 ans et j'essaie de l'étoffer, de l'améliorer de plus en plus. Alors, je voulais quand même partager. Alors, j'ai voulu partager ces sujets avec la grande famille pour voir si aussi je peux avoir plus de contributions et essayer de rendre un grand nombre plus conscient des enjeux de notre pays. Parce que nous tous, on parle de développement, mais comment y arriver, c'est souvent, il faut aller vraiment s'informer le plus, aller essayer de voir, tirer les infos là où on peut. Alors, comme je disais, la réflexion a été faite dans le cadre de ma mission d'un passionné de développement du Congo. Et donc, je ne fais pas la recherche académique là-dessus. C'est beaucoup plus une recherche non académique que j'ai fait dans le domaine du développement, tout ça, le reste. Bref, commençons par l'histoire coloniale, où nous allons voir comment est-ce que la fuite des capitaux s'est passée en RDC. Alors, il faudra rappeler que pour l'histoire coloniale, il y a quand même pas mal de sources dont on a plus accès, auxquelles on a plus accès. Et puis, il faut aussi attendre qu'on puisse déclassifier les archives coloniales pour en savoir plus. Parce que il faut qu'on sache comment est-ce que les capitaux financiers quittaient l'État indépendant du Congo, qui est devenu plus tard Congo belge en 1908. Alors, ici, je vais juste vous faire référence à 2 livres. Et je vous recommande vivement de les lire, ça va vous informer plus. Le premier, c'est les livres de Walter Rodney. Walter Rodney qui venait de la Guyane britannique. Alors, le titre, c'est Europe Came to and Develop Africa. Le livre a été publié à Dar es Salaam en 1981. Alors, le deuxième livre, c'est Kwame Nkrumah, New Colonialism, The Last Stage of Imperialism. Le livre a été publié à Londres en 1965. Alors, ce deuxième livre, quand même, on doit revenir là-dessus. D'abord, si je dois parler de Walter Rodney, il venait de la Guinée, de la Guyane britannique, donc nous sommes en Amérique ici. Et bon, il a étudié à Londres, et puis à un moment donné, il a été à Dar es Salaam, et puis une fois, il est rentré dans son pays, comme il était aussi un peu actif dans la politique. Et puis, bon, jusqu'un jour, on l'a trouvé, il était décédé, je pense, dans un accident qui n'a jamais été éclairci jusqu'à aujourd'hui.
Mais bref, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup écrit sur la décolonisation de l'Afrique, tout ça et l'émancipation des Africains. Et déjà, le livre a été publié à Dar es Salaam. Donc, pendant que beaucoup d'intellectuels, certains intellectuels rentraient en Afrique, lui, il avait choisi Dar es Salaam pour y continuer ses recherches. Et il y avait même enseigné. Et donc, voilà. Donc, c'est un intellectuel vraiment qu'il faut connaître, Walter Rodney. Après, le deuxième livre auquel j'ai fait référence, c'est les livres de Kwame Nkrumah, de 1965. Ces livres méritent d'être quand même être commentés un peu, parce que avec ces livres, les États-Unis s'étaient officiellement pleins de Kwame Nkrumah, officiellement pleins. Kwame Nkrumah a écrit son livre, les États-Unis s'étaient pleins. Il y avait l'aide au Ghana qui avait été annulée à cause de ces livres. Et une année après, en 66, il y a eu un coup d'État contre lui. Et d'ailleurs, certaines personnes disent que c'est à cause de ces livres que les États-Unis avaient finalement décidé de le faire partir. Alors, nous tous, pour parler un peu de l'histoire coloniale, on sait Léopold II, il voulait détenir la colonie en Afrique. Il voulait prouver, c'était comme une preuve de grandeur pour lui, mais il y avait aussi beaucoup, et surtout plus, des motifs économico-financiers pour avoir cette colonie-là. Et déjà, par rapport à ça, évidemment, comme ce sont les Belges qui ont géré cette période et Léopold II en question, la narration, il faut toujours faire attention avec la narration telle que racontée par les Belges sur cette période-là. Mais j'aime, c'est que Walter Rodney, il écrit là-dessus. Il affirme que peu de spécialistes parlant spécifiquement de la colonisation, l'impérialisme, parlant de l'impérialisme et de la colonisation, Walter Rodney affirme que peu de spécialistes ont traité le capitalisme et l'impérialisme comme un système intégral impliquant les transferts des surplus et autres avantages des colonies vers les métropoles. Ah là déjà, ça devient intéressant parce que ici déjà on voit un transfert des surplus, dont certains étaient financiers, des colonies vers les métropoles. Et là, il continue, et là où il y a une conscience de l'unité du système, aucune analyse détaillée ne suit nécessairement. Ça veut dire que les études déjà là-dessus étaient problématiques, où les gens n'arrivaient pas à faire une étude un peu globale sur les problèmes, une étude un peu holistique sur les problèmes. En effet, on est confronté aux limites d'un point de vue métropolitain, évidemment, parce que c'est la métropole qui a les informations de l'époque. Il faudra toujours faire attention de la description qui est faite de cette période ici. Alors, pour le cas du Congo, évidemment, pour comprendre la fuite des capitaux financiers sous la période coloniale, Bruxelles ne donnerait pas toujours la meilleure version ou la meilleure narration. Et ça, vous devez le savoir. Et pour même confirmer cela, juste avant la prise de la colonie par la Belgique en 1908, Léopold II avait exigé que les archives soient brûlées. Les archives furent brûlées. Bien. Et les archives furent brûlées. Donc ça, c'est vraiment un fait. Les archives avaient été brûlées de la période de l'État indépendant du Congo. Pas toutes, évidemment, mais la grande partie avait été brûlée. Ce qui est connu et ce qui est vrai, Léopold II avait fait beaucoup de profits. Et tous ces profits, en termes financiers, étaient partis en Belgique. On est sans rappeler que Léopold II n'avait jamais mis ses pieds au Congo. Donc, tout ce qu'il avait fait était réparti ou rapatrié. Alors, quant aux chiffres, Walter Rodney, dans son livre, il donne des chiffres sur cette période. Voici ce qu'il dit. Évidemment, j'ai essayé de traduire. Le Congo a toujours été une source d'immense richesse pour l'Europe, car depuis la colonisation jusqu'en 1906, le roi Léopold II de Belgique gagnait au moins 20 millions de dollars en caoutchouc et en ivoire. Ici, juste deux commodités, caoutchouc et ivoire. Et il fixe, il dit qu'il avait gagné au moins 20 millions de dollars à l'époque. Alors, peut-être que après, je vais vous dire que 20 millions de l'époque, ce n'est pas 20 millions maintenant, c'est plus que ça. Alors, Walter Rodney a quand même donné des chiffres qui ont fait que le roi des Belges s'est enrichi. Ici, c'est en termes financiers. Évidemment, au départ, c'était les caoutchoucs et l'ivoire qui quittaient. Et tout le monde se rappelle dans quelles conditions le caoutchouc a été... Alors,
quant aux chiffres, Walter Rodney, dans son livre, il donne des chiffres sur cette période. Voici ce qu'il dit. Évidemment, j'essaie de traduire. Le Congo a toujours été une source d'immense richesse pour l'Europe, car depuis la colonisation jusqu'en 1906, le roi Léopold II de Belgique gagnait au moins 20 millions de dollars en caoutchouc et en ivoire. Ici, juste deux commodités, caoutchouc et ivoire, et il fixe. Il dit qu'il avait gagné au moins 20 millions de dollars à l'époque. Alors, peut-être que après, je vais vous dire que 20 millions de l'époque, c'est pas 20 millions maintenant, c'est plus que ça. Walter Rodney a quand même donné des chiffres qui ont fait que le roi des Belges s'est enrichi. Ici, c'est en termes financiers. Évidemment, au départ, c'était les caoutchoucs et l'ivoire qui quittaient. Et tout le monde se rappelle comment, dans quelles conditions le caoutchouc a été... et tout le monde se rappelle comment le caoutchouc était... comment les mains des gens furent coupées pour avoir le caoutchouc décent. Tout le monde se rappelle. Et comment est-ce qu'il y avait une grande campagne internationale contre Léopold II. Mais en réalité, bon, en termes financiers, il y a eu pas mal de choses qui sont parties du Congo, de l'État indépendant du Congo à l'époque, vers la Belgique. Ici, Walter Rodney estime à au moins 20 millions et au-delà de dollars que Léopold II avait gagné. Alors, ça, on peut peut-être dire c'est pendant le règne de Léopold II. Et après, 1908, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, après 1908, Walter Rodney dit toujours que la période d'exploitation minière avait commencé assez tôt. Puis, c'était accéléré après les contrôles politiques, après que les contrôles politiques eut été transférés du roi Léopold II à l'État belge en 1908. Selon les estimations des Belges, les capitaux étrangers entrés au Congo entre, évidemment, 1887, déjà il y a les premiers capitaux qui sont entrés, on peut parler, et 1953, serait de 5 700 millions de livres. Alors 5 700 millions de livres, c'est presque 5 milliards, 5,7 milliards de livres. Ok? La valeur de la sortie au cours de la même période aura été de 4,3 milliards de livres, sans compter les bénéfices conservés au Congo, évidemment, et les intérêts. Déjà, on peut s'imaginer c'était quoi les intérêts cumulés. Alors, le 4,3 milliards de livres, c'était le montant qui était sorti à la même période. Donc, ici, on a l'impression que c'était vraiment une entreprise où quelqu'un avait investi en capital, et puis voilà, il avait un capital financier en retour qu'il gagnait. Alors, Rodney continue en disant que, comme partout ailleurs sur le continent, l'expatriation des excédents congolais a augmenté à mesure que la période coloniale se poursuivait. C'est pas que ça baissait, ça continuait. Ça allait d'ouverture en ouverture. Ce sont des nouveaux business qui s'est créés. C'était de nouvelles entreprises qui venaient. Donc, le business ne faisait que croître. Alors, il y a quand même un détail important que Walter Rodney nous dit. Alors, Rodney nous dit qu'au cours des 5 années précédant l'indépendance, donc ici on peut voir que nous sommes dans la période 1955 jusqu'en 1960, dans les 5 ans. Les 5 années précédant l'indépendance, les sorties nettes des capitaux au Congo vers la Belgique ont atteint des proportions considérables. Et ici, quand on parle de sorties nettes, ça veut dire on regarde la part, les montants qui étaient entrants, on ne soustrait pas les montants sortants, et ici on a les sorties nettes des capitaux au Congo vers la Belgique. Évidemment, ils disent qu'ils avaient atteint des proportions considérables. La plus grande partie de l'expatriation des excédents a été gérée par un grand monopole financier européen, la Société Générale. En tout cas, ceux qui connaissent l'histoire, ceux qui sont entrés un peu dans l'histoire du Congo, ils doivent entendu parler de la Société Générale. Alors, la Société Générale avait pour principale filiale l'Union minière du Haut-Katanga. Là, tout le monde maintenant va s'y retrouver parce que c'est ce qui plus tard vont devenir la GECAMIN. Et c'est l'Union minière du Haut-Katanga qui monopolisait la production du cuivre
congolais depuis 1889. Elle était connue sous le nom de Compagnie du Katanga. Alors, Ouattara dit que l'Union minière avait réalisé chaque année un bénéfice de 27 millions de livres, chaque année. Alors, 27 millions de livres, c'est pas mal, parce que il est rapporté souvent que, et ça, Ouattara dit même le dit plus tard, en disant que plus du tiers des richesses produites au Congo au cours des années données, au cours d'une année donnée au cours de la période coloniale, étaient sortis sous forme de bénéfices pour les grandes entreprises et des salaires pour le personnel expatrié. Ceci veut dire que au cours de la période coloniale, chaque année, en termes de bénéfices, c'était pratiquement les tiers du bénéfice qui sortait du pays. Alors, j'ai essayé de faire un calcul en termes financiers. 27 millions. Et ici, on a pris, si on doit penser pour la GECAMIN, ce qui sortait, on est à 27 millions pendant 71 ans, parce que j'ai compté à partir de 1889 jusqu'à 1960. Évidemment, il faudra aller au-delà parce que la GECAMIN va continuer à opérer comme telle jusque plus tard quand il sera nationalisé. Alors, le total pour la GECAMIN seulement donne 1 milliard 917 millions de livres. Actuellement, c'est un montant qui équivaut à 36 milliards 811. 36 milliards 811 millions de livres. Alors, il y a un audio qui a refusé d'être envoyé. Je ne sais pas où est-ce que j'étais, mais ok. Je dois juste dire que la Société Générale avait pour principale filiale l'Union minière du Haut-Katanga, qui monopolisait la production du cuivre congolais depuis 1889. Et à l'époque, il était connu sous le nom de la Compagnie du Katanga. Alors, l'Union minière réalisait par année un bénéfice de 27 millions de livres. Alors, 27 millions de livres, je vais contextualiser pour comprendre actuellement ça équivaut à combien. Alors, Rodney dit qu'il n'est pas étonnant que plus du tiers des richesses produites au Congo au cours d'une année, au cours d'une année donnée, au cours de la période coloniale, soit sorties sous forme de bénéfices pour les grandes entreprises et des salaires pour leur personnel expatrié. Alors, ça veut dire que les salaires, les bénéfices et les salaires quittés, les bénéfices des grandes entreprises n'est resté jamais au Congo, ça rentrait. Et déjà, on voit la GECAMIN, 27 millions de livres pendant 71 ans, ou 71 ans, ça fait le total pour la GECAMIN, on peut calculer. 27 millions multipliés par 71, ça fait 1917 millions de livres ou 1,917 milliards de livres. Actuellement, cela équivaut à 36,811 milliards de livres ou 48 milliards de dollars en 2019. Donc, voilà un peu les montants que la GECAMIN a fait sortir de 1889 jusqu'en 1960. Alors, parlant de la période coloniale, un autre événement, on doit se rappeler que beaucoup de Congolais, malheureusement, un événement auquel beaucoup de Congolais ne font pas référence, c'est un fait que le Congo avait soutenu financièrement la Belgique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, selon Ouattara dit toujours, le gouvernement britannique avait été dépassé par le gouvernement belge en imposant un tribut à ses colonies. Ça veut dire que, évidemment, le gouvernement britannique imposait les tributs à ses colonies, mais le gouvernement belge imposait plus à ses colonies, en particulier pendant et après la dernière guerre. La dernière guerre, c'est la deuxième, ou la guerre de 39-45. Alors, voici ce qu'il dit. Après que la Belgique fut envahie par les Allemands, un gouvernement en exil fut mis en place à Londres. Ce détail est très important parce que beaucoup de l'histoire aussi du Congo va s'écrire à Londres à un moment, ce qui souvent n'est pas rappelé. Alors, le secrétaire colonial de ces régimes en exil, M. Gaudin, avait admis, voici ce que M. Gaudin dit, pendant la guerre, le Congo a pu financer toutes les dépenses du gouvernement belge à Londres, y compris les services diplomatiques ainsi que les coûts de nos forces armées en Europe et en Afrique, pour un coût de quelques 40 millions de livres. En effet, grâce aux ressources du Congo, le gouvernement belge à Londres n'a pas pu emprunter un shilling ou $1 et la réserve d'or belge pourrait rester intacte.
Depuis la guerre, la Banque nationale de Belgique a bénéficié des excédents des recettes du Congo dans les monnaies autres que le franc belge. Par conséquent, indépendamment de tout ce que les capitalistes et privés ont volé au Congo, le gouvernement belge a également bénéficié directement des millions de francs par an. Donc le gouvernement belge, pour son fonctionnement, l'argent venait du Congo. Et là, nous sommes dans la période de la guerre. Le montant pendant la guerre, on parle ici de 40 millions de livres. Alors 40 millions de livres actuellement, c'est plus de 900 millions, c'est plus de 900 millions de dollars. C'est plus de 900 millions de livres pour l'instant. Plus de 900 millions. C'est dans les 1,2 milliard ou 1,1 milliard de livres pour l'instant. 1,1 milliard de dollars pour l'instant. C'était ça l'effort de guerre que le Congo avait payé pour la Belgique, pour que la Belgique puisse survivre. Alors, après la guerre mondiale, évidemment, nous sommes allés, c'est un peu la période des indépendances qui commence. Alors, juste avant l'indépendance, des fuites sérieuses des capitaux furent observées au Congo. Alors, il y avait... alors, ici, c'est quoi Nkrumah cette fois-ci qu'on va interroger. Dans son livre, il réserve 3 ou 4 chapitres sur le Congo. C'est quand même un livre intéressant à lire. Il réserve 3 ou 4 chapitres sur le Congo. C'est un livre intéressant à lire. Alors, voici ce qu'il dit. C'était un discours qu'il avait fait au Parlement en 65. Alors, c'est lui même qui est en train de... Il cite son propre discours qu'il avait fait au Parlement ghanéen en 65. Voici ce qu'il dit. Au cours des 5 années qui ont précédé les indépendances, le flux de sortie nette des capitaux de l'Union minière du Haut-Katanga pour seulement la Belgique, parce que ça pouvait aller dans notre pays, où il y avait des actionnaires, pour seulement la Belgique, a atteint un total de 464 millions de livres. 464 millions de livres. Il continue en disant: lorsque Lumumba est arrivé au pouvoir, le capital retiré du Congo était si important qu'il y avait un déficit national de 40 millions de livres. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, à l'indépendance, il y avait un déficit financier. Malheureusement, les gens n'en parlent pas, les gens blâment, ils disent voilà. Les gens ne savent pas qu'il y avait un déficit financier dû au rapatriement des grands chiffres, des grands montants qui étaient rentrés en Belgique. Alors, plus tard, comme on m'a dit, on dit maintenant à Tchombe que le Congo a une dette extérieure de 900 millions de dollars. C'est un chiffre complètement arbitraire. Cela équivaut à une exploitation ouverte basée sur un colonialisme nu. 900 millions de dollars sont censés être dus à des monopoles américains et belges. Après qu'ils aient violé le Congo, la somme de... Là, voici la somme qu'il dit. La somme de 2500 millions de livres, 465 millions de livres et 40 millions. Alors vous pouvez vous imaginer tous ces chiffres. Ça, c'est comment qui les donne. 2500 millions de livres, 464 millions de livres et 40 millions. Il continue en disant, imaginez ce que cela aurait signifié pour la prospérité et le bien-être du Congo. Mais la tragédie ou la comédie continue. Pour soutenir Tchombe, les monopoles ont décidé que sur cette dette inventée de 900 millions de dollars, il ne restait que 250 millions de dollars à payer. Comme c'est généreux, ils apparaissaient comme généreux parce que le Congo doit 900 millions. Ils disent, écoute, Tchombe, nous allons te soutenir, mais vous allez payer seulement 250 millions. Alors, quand on parle des flux des sorties nettes, j'avais déjà expliqué, là, ça veut dire qu'on parle de la différence entre les sorties et les entrées. Une livre en 1960 vaut actuellement 22,44 livres. Alors, je ne vais pas rentrer sur le montant de 2500 millions de livres qui sont sortis. Le montant transféré entre 1955 et 1960, je parle de 464 millions, sans parler du 2500 millions. Les 464 millions de livres actuellement, cela équivaut à 10 milliards. 10 milliards de livres ou 13,822 milliards de dollars en 2019. Alors, lorsque Lumumba devient ministre le 30 juin, alors qu'on avait un déficit de 40 millions. 40 millions ou 913 millions de livres actuellement ou 1,19 milliard de dollars en 2019. Okay? Alors, pendant ce temps, on nous collait encore une dette
voilà même l'histoire que Nkrumah est en train de déplorer. Une dette de 900 millions de dollars en 1964, soit 7,3 milliards de dollars en 2019. Donc déjà en 65, nous avons on a déjà une dette pareille. Évidemment, ces montants et d'autres feront partie du fameux contentieux belgo-congolais plus tard, bon, qui sera résolu à sa façon. Mais je voulais juste te montrer que de la période coloniale un peu à la Première République, il y a eu pas mal de transferts d'argent du Congo vers la Belgique, pas mal. Et ce qui est étrange, c'est à la période précédant l'indépendance, on voit des taux de flux financiers qui augmentent de façon exponentielle. Et c'est comme ça que l'argent a été transféré du Congo vers la Belgique. Alors, après, je parle maintenant de la Deuxième République, que je peux dater de 1965 un peu jusqu'en 1990. Alors, de 1965 ou pendant la Deuxième République, les capitaux financiers avaient continué à quitter les pays, mais cette fois-ci d'une autre façon. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé, il y a pas mal de publications que vous pouvez lire. Et, étrangement, même curieusement, c'est un Burundais ou un Américain d'origine burundaise qui a beaucoup écrit sur le fuite des capitaux au Congo. Curieusement. Quand vous allez sur Internet, vous trouverez un nom, Léonce Ndikumana. C'est lui qui a écrit, il a écrit pas mal d'articles là-dessus. C'est, je pense, la personne la plus référencée sur ce qui concerne le fuite des capitaux. Alors, et ces publications sur la fuite des capitaux en Afrique et au Congo sont très citées. Alors, il a une étude qu'il a faite en 1998. C'était avec lui, Ndikumana et Boyce. À l'époque, ils étaient à l'université de Massachusetts. Alors, ils avaient montré que entre 1970 et 1994, ou 1970 et 1994, la dette du Zaïre avait augmenté de 310 millions de dollars à 12,3 milliards de dollars. Aussi remarquablement, comme les pays s'endettaient de cette façon, la fuite des capitaux par les privés. Alors, les privés ici, c'est quoi? Les politiciens zaïrois, les entrepreneurs voleurs, voilà. Fuite d'au moins 14,5 milliards de dollars, selon Ndikumana. Donc, pendant que nous avions eu à augmenter notre dette publique nationale de 12 milliards, le fuite des capitaux s'est élevé par contre à 14,5 milliards. Donc, on peut déjà voir qu'il y a une différence nette de 2,5 milliards entre la fuite des capitaux et la dette, l'accumulation de la dette. Mais ces chiffres de la fuite des capitaux, en réalité, ils peuvent atteindre jusqu'à 18 milliards si on regarde les retards de paiement et les intérêts. Et selon une banque américaine, donc ça pouvait atteindre jusqu'à 18 milliards. Ceci veut tout simplement dire que sous la dite période, les Zaïres et les peuples zaïrois avaient été volés. Mais vous savez, le contraste, c'est que des années plus tard, jusque maintenant, c'est l'étiquette qu'on colle à la RDC, officiellement d'ailleurs avec les FMI et la Banque mondiale, actuellement parce que nous avons qualifié pour l'initiative PPTE, ceux qui sont là, ceux qui ont été informés, suivaient les débats, ils savent. Maintenant, nous sommes un pays pauvre très endetté, c'est ça même, parce que nous avions atteint l'initiative PPTE, pays pauvre très endetté. Et beaucoup de gens s'est battaient même pour ça, pour dire que c'est eux, les politiciens évidemment, c'est eux qui se sont battus pour qu'on devienne, on atteigne le point d'aboutissement ou d'achèvement de l'initiative PPTE. Mais on est pays pauvre, très endetté. Est-ce qu'un peu les gens s'imaginent ce qui s'est passé? En réalité, pour moi, j'ai toujours pensé que la RDC est un pays richement exploité par les corporatocrates et les kleptocrates. Alors, les gens qui travaillent pour les corporations ou les entreprises, c'est eux qui donnent les prêts avec la Banque mondiale et le reste. Alors, en contrepartie, les kleptocrates se sont enrichis au-delà de ces prêts. Alors, le surplus de l'enrichissement est venu de l'exploitation des ressources existantes au pays. Et après toute cette saga, les pays devaient l'argent à ces entreprises ou à ces banques, comme au Club d'épargne, différents clubs, on devait de l'argent. Et les gens vont se rappeler un peu de différents projets qu'on avait qualifiés d'éléphants blancs, aujourd'hui comme
les projets d'Inga et le reste. Pas mal de projets où il n'y avait pas d'études de faisabilité qui garantissaient aucun profit, mais qui avaient été faits. Alors, Ndukumana et Boyce, dans cet article, ils étaient avec la dette congolaise était une dette odieuse. Alors, la théorie de la dette odieuse, c'est quand même intéressant pour les gens qui s'intéressent à l'économie financière, un peu à la politique internationale, à la géostratégie, à la géopolitique. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire de la dette odieuse? Il faut refuser de la payer, repayer, c'est tout. Il n'y a pas d'autre forme de procès. Ça veut dire que quand un banquier prête de l'argent à un pays, sachant que cet argent sera détourné, pourquoi est-ce que le peuple, qui n'était pas là quand la dette a été contractée, doit la repayer? Il faut refuser de la repayer. Alors, ici, on peut déjà voir une dette, une relation, une idée entre la relation de la dette et la fuite des capitaux. Cette dette nous a collé au cou comme nation. Il y a eu les mesures d'austérité introduites par le gouvernement qui ont remis les années 80, qui étaient intervenues dans la suite de ces fuites des capitaux. À l'époque, on n'avait pas d'argent, il fallait vivre, les FMI devaient prêter, donner l'argent. Et malgré que l'argent était détourné, l'argent de l'aide, on continuait à donner parce que les Zaïre étaient partenaires stratégiques des États-Unis, donc il fallait continuer à donner. Et l'argent avait été détourné, qui par les tenanciers du pouvoir à l'époque, l'argent avait été détourné. Mais à un moment donné, évidemment, les gens se posaient la question de savoir l'argent de Mobutu, où est parti son argent? Alors, selon une étude de Burns en 1997, il dit que Mobutu et ses associés avaient amassé des fortunes personnellement remarquables. Les propres actifs de Mobutu auraient culminé au milieu des 1980, des années 80, à 4 milliards de dollars. Et en 1998, selon Bonner, un responsable de l'administration américaine avait déclaré « Nos gens », et ici le mot anglais, le terme anglais qu'il a utilisé « our folks », c'est comme un peu les gens qui travaillent pour nous, ne savaient pas où est-ce qu'ils se trouvent. Ils se trouvent, il n'y a pas de l'argent de Mobutu. Juste pour rappel récent, l'argent de Kadhafi avait disparu dans des banques occidentales, sans oublier, même l'argent du Fonds souverain libyen, je pense au-delà de 150 milliards, avait disparu. En Belgique, pour être plus précis, 5 milliards d'euros de Kadhafi ont disparu. Vous pouvez chercher ça sur l'Internet pour ceux qui ne sont pas informés. L'argent avait disparu. Bref, pendant la Deuxième République, beaucoup de capitaux ont quitté les pays et sont partis en Occident, par-ci, par-là, et d'autres avaient été utilisés plus tard. Mais il y a eu beaucoup de détournements par l'aide, par la vente des minéraux, voilà. Beaucoup de détournements. Les capitaux financiers avaient quitté les pays et ça n'avait jamais servi les pays. Bon, si on doit parler maintenant de la transition, on peut commencer 90 jusqu'à parler de la transition de la Troisième République, 90 qu'aujourd'hui en 2018, donc 28 ans. Est-ce qu'en 28 ans, il y a eu des progrès? Évidemment, non, il n'y a pas eu de progrès. Pour ceux qui ont lu les rapports de la commission des biens mal acquis, beaucoup de politiciens, même qui sont actuellement aux affaires, avaient été indexés déjà à l'époque pour des détournements. Et une partie de ces détournements avait quitté le pays, l'argent était parti à l'extérieur. Alors, quand il y a eu changement de régime en 97, est-ce qu'il y avait eu changement? Pas nécessairement. Quand on consulte les statistiques disponibles, on se rend compte que les fuites avaient continué. Alors, dans une étude de 2006 par Carr, Mamadov, Gudermot, du Center of International Policy, la fuite des capitaux cumulés entre 1980 et 2006 sur 26 ans en RDC était de 15,5 milliards, pendant que la dette publique extérieure était de 11,2 milliards de dollars. Juste pour l'année 2006, 2006 était une année électorale, la fuite des capitaux était de la fuite des capitaux était de 1,21 milliard de dollars en 2006, l'année des premières élections. En 2003, la fuite des capitaux ou le vol des capitaux était de 1,7 milliard de dollars, pratiquement 2 milliards, presque 2 milliards de dollars. Et on doit rappeler que en 2003, c'est l'année où il y a eu la plus grande fuite des capitaux depuis 1980. 2003.
Et ici, on peut comprendre parce qu'en 2003, en 2002, il y a un nouveau code minier. Et là, nous allons revenir sur ça brièvement. Et en 2003, déjà, il y a beaucoup de fuites dans les 1,7 milliard de dollars que le pays avait perdu comme ça. Alors, ce qui est étrange, c'est que quand on compare la fuite des capitaux avec les investissements directs étrangers, les IDE, il n'y a pas photo. Ça veut dire on se rend compte que la fuite des capitaux, le montant de la fuite des capitaux est toujours supérieur au montant des investissements directs étrangers. Alors la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi aller toujours chercher les investisseurs? On a vu le président, par exemple, aller chercher des investisseurs à Kigali il n'y a pas longtemps, pendant qu'on a des fuites, sérieuses. Alors, de toutes les façons, cette fuite des capitaux est un problème africain, pas juste congolais. Mais évidemment, nous en sommes un des plus grands perdants. On va en parler parce qu'il y a les statistiques des pays les plus affectés par la fuite des capitaux ou les classements des pays selon la fuite des capitaux. Alors en consultant une étude de 2015, curieusement, j'ai remarqué que la tendance des fuites des capitaux, même au Congo, ne fait qu'augmenter. Alors, entre 2000 et 2010, sur un échantillon de 39 pays, il s'avérait que 511 milliards de dollars ont fui le continent illégalement entre 2000 en 10 ans. Ceci est plus du double de ce qui s'était passé dans la période de 90 en 2000, 230 milliards. Pendant ces temps, les investissements directs étrangers entre 2000 et 2010 étaient de 316 milliards. Alors, une grande question que les gens se posent, mais qu'est-ce qui explique que les capitaux fuient les continents et souvent d'une façon illégale? Évidemment, le cas du continent s'applique au Congo. Alors, il y a Ndji Koumana pour sa publication il y a 2 ans, il dit que les chercheurs traditionnels n'ont toujours pas expliqué correctement pourquoi les capitaux quittent l'Afrique. Si généralement, selon ces chercheurs, les investisseurs ont peur que les revenus se détériorent en Afrique, si généralement les investisseurs ont peur, si généralement selon les chercheurs, les investisseurs ont peur que leurs capitaux se détériorent en Afrique, l'Afrique devrait au contraire attirer les capitaux d'ailleurs car le retour sur investissement en Afrique est plus élevé. Les chercheurs traditionnels n'expliquent pas les montants des capitaux fuyants dont les fonds ont été acquis d'une façon illicite et illégale. La fuite des capitaux n'est donc pas motivée par la maximisation des retours sur investissement, mais par la volonté d'éviter des enquêtes de ces capitaux. Alors là, c'est un point fondamental. Et une corrélation peut mieux nous expliquer ces phénomènes. Alors, selon une étude de 2015, toujours, les pays qui sont les plus victimes de la fuite des capitaux en Afrique sont les plus grands producteurs de pétrole. Là, il faut citer Nigeria, Angola, Gabon. Et puis, les pays producteurs de minerais. Alors, les pays producteurs de minerais, les premiers, la RDC, suivi du Cameroun, etc. Alors, quand les capitaux fouillent, est-ce qu'ils partent? Alors, malheureusement, les capitaux ne partent pas seulement dans les paradis fiscaux connus, comme les îles Caïmans, Bahamas, Panama, d'ailleurs, fameux Panama Papers, mais aussi dans des démocraties transparentes, avec des politiques bancaires très opaques. Par exemple, le Royaume-Uni, surtout la ville de Londres, c'est un paradis fiscal. La Suisse, les États-Unis, dont la ville de New York, l'Allemagne, la Belgique, c'est même un paradis fiscal, la Belgique elle-même. Les Pays-Bas, Luxembourg et d'autres États. Alors, entre États, pour juste montrer ces problèmes, il y a souvent ces problèmes de facturation. Alors, il y a, quand on parle de problème de facturation, il y a soit sous-facturation, il y a sous-facturation et surfacturation. Alors, je vais illustrer par quelques exemples ces problèmes de surfacturation, surfacturation. Alors, entre la Zambie et la Chine, par exemple, évidemment, j'y rentrerai au cas de la RDC, le commerce du cuivre montrait un écart de 5,6 milliards de dollars entre 1995 et 2014. Entre la Zambie et les autres partenaires, excluant la Suisse, l'écart est de 14,4 milliards juste pour l'exportation du cuivre. Pour le pétrole, là parlant du Nigeria, entre le Nigeria et l'Allemagne, le commerce Nigeria-Allemagne démontre un écart de facturation de 24 milliards entre 1996 et 2014. Pendant que l'Allemagne montre que les importations du pétrole nigérien sont de 36 milliards, au Nigeria, les importations du pétrole vers l'Allemagne indiquent 11 milliards. Voilà les grands problèmes. Donc il y a un écart de 24 milliards là, qu'on ne sait pas expliquer. Alors il y a même récemment, l'année passée, une ancienne ministre nigérienne du pétrole qui avait été inculpée pour détournement de capitaux. Voilà un peu là où ça se passe. Alors la fuite des capitaux visait même les secteurs, la fuite des capitaux vise même les secteurs comme le bois en RD Congo.
Par exemple, en 2008, Tax Justice Network démontrait comment une société suisse, dans un groupe, faisait exporter les produits de bois en dessous du prix du marché pour transférer les profits du Congo vers sa subsidiaire offshore Interholco. Donc, en 2008. Donc, c'est passé par le bois. Alors, toujours selon Hippolyte, bien évidemment, pour parler du Congo, une étude de 2007, intéressante même, par Jacques Atley, Kejan Honga et Simon Park, estime la fuite des capitaux par la sous-facturation pour le cas du Congo. Alors, l'étude montre que la quantité totale d'importation européenne sous-évaluée en provenance de la RDC pour la période 2000-2010 est estimée à 9 949 millions d'euros sur la base des prix du quartile inférieur Union européenne-monde, supérieur à la valeur des importations totales, 8 055 millions d'euros au cours de la même période. Alors, il démontre aussi que presque tous les produits, la quantité sous-évaluée, 90% des importations de la RDC en provenance de l'Union européenne, les importations de la RDC en provenance de l'Union européenne provient de l'exportation des diamants non industriels sous-cotés en Belgique et des cobalt et des mâts de cobalt ou des produits intermédiaires en Finlande. Donc, voilà un peu comment est-ce que pour le cas congolais, ça se passe juste pour le cas de l'Union européenne. Okay, entre 2000 et 2010, nous sommes à un montant comme 9,9 milliards d'euros. Alors, inversement, on peut voir quel effet aurait, si les capitaux disparus étaient rapatriés. Alors, selon une étude de 2010, si les capitaux disparus ou étaient rapatriés, l'économie de la RDC croîtrait instantanément de 36,7 milliards de dollars, instantanément. C'est quand même pas mal, parce qu'actuellement, nous avons un budget 8 fois inférieur à ces montants-là. Alors, ces montants seraient réinvestis pour nous produire, pour être utilisés, produire des revenus, produire des intérêts. Parlons un peu du code minier. Alors, depuis mars 2018, pour ceux qui sont informés, la RDC a un nouveau code minier. Les précédents adoptés en 2002 avaient consacré la libéralisation du secteur, mais il avait favorisé la fuite des capitaux. Alors, la fameuse clause de stabilité, par exemple, a été utilisée par les entreprises minières pour rapatrier tous leurs bénéfices en violation de la loi. Alors, en 2016, le gouvernement de la RDC était revenu à la charge. Le ministre de l'économie, un jour, il avait été instruit, il a fait cette annonce, je cite, « Je viens d'être instruit par le chef de l'État de demander aux opérateurs miniers implantés dans les pays l'obligation de rapatrier, conformément à la loi, 40% de bénéfices sur toute exportation des minerais. » Ça veut dire qu'entre 2002 et 2016, la loi a été violée. Aucune entreprise n'est rapatriée cet argent de bénéfices. Alors, le code minier congolais promulgué en 2002 obligeait ainsi donc les opérateurs miniers œuvrant en RDC de faire rapatrier par les circuits bancaires 40% des revenus bruts en devises étrangères de les exportations, mais la disposition légale n'était pas systématiquement respectée. Il avait fallu que les présidents s'embrouillent avec les miniers pour qu'ils les rappellent la loi. Étrange. En 15 ans, quelle a été la perte? Personne ne fut sanctionné. Étrangement, quand le nouveau code minier a été adopté, quelques entreprises s'étaient opposées, franchement opposées. Kamoa Copper, SA, Kamoto Copper, KCC, Kamoto Copper Company, Kibali Gold Mine, ESA, Kipushi Corporation, ESA, NMG Kisever, Mutanda Mining SRL, Rand Gold Resource Congo SRL. Ces entreprises étaient opposées au nouveau code minier. Pendant qu'elles ne rapatriaient pas 40% de leurs bénéfices dans les circuits bancaires congolais. Alors, pour le classement des pays qui sont en tête de pays qui subissent le plus de fuites de capitaux. Alors, un classement de 2014 démontre clairement que la RDC est le 10e pays africain avec des fuites annuelles moyennes estimées à 1,5 milliard de dollars américains. 1,5 milliard de dollars américains, à en croire les rapports de l'ONG américaine Global Financial Integrity, GFI, publié en décembre 2013. En tout premier, le Nigeria a premier avec 14,2 milliards, puis l'Afrique du Sud avec 10,1 milliards, puis l'Égypte
Les fuites des capitaux dans ces pays du Maghreb estimées à 3,6 milliards. Ok. Alors, en 10e position, en 7e position, il y a la Zambie avec 1,9 milliard. Le Togo même vient avant nous, 1,8 milliard. L'Algérie, 9e, 1,5. Et puis la RDC, 1,5 milliard. Alors, révélation selon les rapports, l'Afrique subsaharienne est la région la plus touchée par le flux des capitaux. 8 des 10 premiers pays les plus affectés sont subsahariens, étrangement. Alors, les 2 premiers pays africains dont les pertes se retrouvent au-dessus de la barre de 10 milliards de dollars sont également subsahariens. Et ici, on voit le Nigeria et l'Afrique du Sud. On ne peut pas oublier comment, là, juste un rappel, parlant des régimes politiques, comment à la fois passée, il y a eu un empressement médiatique pour dire, voilà, par Bloomberg, la famille du président Kabila a ceci, cela. Cela démontre en réalité que la fuite des capitaux est un problème réel. Avec lui, tout comme Mobutu avant lui, la fuite des capitaux s'inscrivait dans la continuité. Alors, je vais faire juste quelques constats avant de proposer quelques pistes de solutions. Alors, comme dans la période coloniale, les banques en RDC sont dans les mains des étrangers. Ça, il faut, je ne sais pas comment je dois le dire, parce que c'est visible. Alors, les banques commerciales sont tenues par les étrangers. Alors, aussi longtemps que ce secteur sera contrôlé par les étrangers, la fuite des capitaux continuera. Tous les profits, une fois transformés en devises, seront toujours prêts à être rapatriés dans leur pays d'origine. Ça, c'est clair. De la même façon, pas seulement le secteur bancaire, mais le secteur financier en général. Le Congo doit vraiment contrôler le secteur financier. Il en est de même du secteur minier. Les secteurs miniers, les grands miniers généralement sont des entreprises qui viennent de l'étranger. Il faut rappeler, j'ai parlé un peu des paradis fiscaux. On se rappelle un peu du fameux dossier des Panama Papers. Les gens cherchent, comme j'avais expliqué, ils ne cherchent pas à maximiser les revenus, ils cherchent plutôt à fuir les enquêtes, comme une recherche avait déjà prouvé. Alors, la fuite des capitaux a des effets néfastes sur les économies africaines à travers différents canaux et mécanismes interdépendants, à la fois directement et indirectement. L'exportation illicite des capitaux déprime l'épargne intérieure et par voie des conséquences réduit l'investissement, ce qui retarde finalement la croissance. Si quelqu'un, vous et moi, vous allez à la banque au Congo prendre un prêt, vous allez voir que les taux d'intérêt très élevés. À Kinshasa, vous allez voir, vous êtes dans les 18%, 18% d'intérêt, c'est trop. Si vous prenez sur 3 ans, vous tombez facilement dans les 51% d'intérêt. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous prenez $100 aujourd'hui et que vous allez rembourser les $100 après 3 ans, vous n'allez pas rembourser $100, vous allez rembourser en réalité 150. Ainsi, la fuite des capitaux peut être un facteur qui explique l'ensemble, dans l'ensemble, la faible croissance à long terme sur le continent. En effet, des simulations avec des simulations indiquées que si les pays africains avaient pu conserver, alors il a clairement été indiqué avec des simulations que si les pays africains avaient pu conserver le capital volé et l'investir localement à un taux de retour équivalent aux documents historiques, ils auraient enregistré un taux de croissance nettement plus élevé. On estime que sur la période allant de 2000 à 2010, les pays africains auraient pu enregistrer une croissance supplémentaire avec un taux allant jusqu'à 3%. Ça veut dire qu'un pays comme la RDC qui avait peut-être 9% de croissance en 2014, avec 3%, on devait être à 12%. Et si on fait 12% pendant, par exemple, 20 ans, 30 ans, eh bien, on verra, évidemment, si l'économie entre les mains des nationaux, les changements qui vont se passer sera comme en Chine, où le pays a connu pratiquement plus de 30 ans de croissance avec un chiffre environ à 10%. Et c'est comme ça que, naturellement, le pays est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Bref, ce qui se voit en Chine peut se remarquer aussi chez nous, si nous sommes prévoyants sur cet aspect de la fuite des capitaux. Alors, cela implique que, aussi impressionnant que la performance de croissance après 2000 a été sur le continent, les records auraient pu être encore plus forts si ces ressources n'avaient pas été perdues. Bref, cela montre que le problème a été bien réel. Et comme j'ai montré avant, il semble que la tendance ne fait que progresser. Alors, pour quelques propositions avant de finir, pour quelques propositions, des solutions, s'attaquer au problème de la fuite des capitaux nécessite une approche multithématique ou multidisciplinaire.
Compte tenu de sa complexité et des attentes, la résistance des partis qui bénéficient du statu quo. Il y a beaucoup de gens qui bénéficient de cette fuite des capitaux. Ils sont nombreux. En particulier, le monde économique et politique africain, les élites, les multinationales engagées dans l'évasion fiscale par l'épis des prix des transferts et des erreurs de facturation commerciale, des centres financiers offshore qui bénéficient des loyers associés à l'intermédiation des centres financiers offshore qui bénéficient des loyers associés à l'intermédiation de du capital en contrebande en Afrique. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a beaucoup de bénéficiaires du statu quo. Le monde économique, le monde politique, les multinationales, les élites intellectuelles qui sont dans ça, les centres financiers offshore, tout ça, le reste. Okay? Alors l'approche doit également être progressive car il est utile de cultiver le soutien du public à travers des gains rapides, des actions de gains rapides en court terme, tout en construisant l'élan nécessaire pour soutenir les actions qui sont susceptibles de donner des résultats avec le temps, donc les solutions à long terme. Pour moi, pour être pratico-pratique, l'éducation, tout commence par l'éducation. Alors tout commence par l'éducation, les classes, en classe, l'économie. Les gens devaient apprendre l'économie, comment ça marche. Le cours d'économie devait être un des cours les plus importants. Je ne sais pas pourquoi les maths doivent être un cours important et pas l'économie. L'économie devait être un cours très important. Parce que les gens qui comprennent leur économie, les pays qui comprennent comment l'économie marche sont les pays qui progressent. Le cours d'économie politique doit être très développé, très suivi. Et on doit vraiment se rassurer que les apprenants ils ont appris ces cours. Les finances aussi, il ne faut pas que les finances soient un cours juste adapté aux gens qui font les finances ou les sections commerciales, non. Même les gens qui font scientifique doivent connaître les finances. Parce que vous le voulez ou pas, vous êtes affecté par les finances. Donc, à part le fait que dans l'éducation, le système éducatif doit être un peu modifié ou adapté, il y a évidemment le civisme. Le civisme doit être imposé à tous. Les valeurs de la société sont négligées étrangement. Celui qui vole, qui détourne est plébiscité. Le vol des ressources publiques se fait tous les jours. Il n'y a pas de procès où on a vu des grands poissons être pêchés par la justice. Ça n'a pas... C'est étrangement. Comment peut-on s'enrichir d'ailleurs, étrangement, moi je me pose cette question toujours, comment peut-on s'enrichir le soir même de sa nomination? Les crimes financiers ne semblent pas exister en RDC. Pourtant, ce sont des crimes qui nous causent de grands torts. Par exemple, je vais donner l'exemple de l'Angola. Quand le nouveau président arrive au pouvoir, l'un des problèmes qu'il a essayé de combattre, c'était la fuite des capitaux. Il sait directement, c'est pourquoi même la famille présidentielle avait été indexée. Que ce soit la fille de l'ancien président ou le fils du nouveau président, ils avaient tous été indexés parce qu'apparemment, ils avaient accès facile aux capitaux angolais. Ce qui est même bien parce que, pas loin que récemment, l'Angola a fini par récupérer la gestion de son fonds souverain, qui est évalué à quelques milliards de dollars. L'Angola a finalement repris parce que la gestion de ce fonds souverain était confiée à une entreprise proche au fils de Dos Santos. Alors, les débats publics doivent être promus, comme ici on fait à CCFC, sur ces questions. Il ne faut pas que ce soit des questions qui restent dans les cercles des financiers, non. Même la maman qui va au marché doit savoir ce qui se passe. Donc, il faut... Alors, nos politiciens, bien, on doit d'abord... OK, les Congolais doivent prendre... OK, les débats doivent être publics, les banques doivent être contrôlées par les Congolais, les nationaux civilisés. Autre solution, les Congolais doivent apprendre la gestion, les Congolais doivent apprendre comment gérer. Une autre solution, proposition, on doit d'abord s'organiser en interne. Il ne sert à rien d'aller chercher les investisseurs pendant que toutes les recettes quittent les pays d'une façon légale ou illégale, surtout d'une façon illégale, pour le cas du Congo. Nos politiciens qui volent comme autre solution pour aller investir à l'étranger ne doivent pas être soutenus, qui qu'ils soient. Ça, c'est un point de civisme fiscal, de civisme financier. Les Congolais doivent étudier cette question en profondeur, la question de la fuite des capitaux. C'est étonnant que ce sont les étrangers qui aient étudié la fuite des capitaux en RDC avec beaucoup de passion. C'est quand même étrange pour les financiers et les économistes. On peut bien parler de la transparence, mais comment laisser les entreprises des autres être transparentes pour vendre nos minéraux, par exemple? Bref, c'est à nous les Congolais de prendre les sérieux et c'est à nous de promouvoir nos entreprises, c'est à nous d'être sérieux parce que le pays nous appartient. Et donc, bref, c'est à nous de démontrer qu'on est capable de gérer ce pays. Bref, j'ai fini. J'ai démontré
que ces problèmes nous ont empêché le pays d'avoir une existence noble, la fuite des capitaux. Elle a commencé depuis 1889. C'est un problème qui a plus d'un siècle au Congo et ça continue à nous affecter jusqu'à aujourd'hui. Curieusement, le problème ne fait que continuer. On espère, avec les solutions qui sont proposées, que les problèmes peuvent être résolus. J'espère que l'audience m'a suivi et en tout cas, je vous remercie tout en attendant vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup à notre frère Philippe pour cette belle présentation. Je crois maintenant on doit passer face aux questions. Alors, on va procéder de la manière suivante. Si vous avez une question, veuillez demander la parole vous sera accordée. Merci. En tout cas, merci beaucoup Philippe pour votre intervention. Je salue tout le monde. Ma question est de savoir, est-ce que l'État congolais aujourd'hui peut poursuivre la Belgique par rapport aux fuites de capitaux qui s'est effectué durant la période coloniale? Merci beaucoup, M. Billy, pour la question. On passe la parole à notre cher Philippe de vouloir bien répondre à votre question. Voilà, M. Philippe, à vous la parole. Bon, procès ou pas procès, oui, pourquoi pas. Parce que jusqu'à aujourd'hui, personne, les débats sur la réparation de la colonisation, c'est une question qui est encore là. Évidemment, ça devra faire partie du problème, de la grande question. Les gens ça peut être sous l'angle des droits de l'homme ou sous l'angle juste des finances normales comme ça. Mais il faudra, même dans les procès, il faudra d'abord voir dans quelle cour partir. Est-ce que c'est une cour qui sera neutre, tout ça. En fait, les pays occidentaux, je pense, ils ont peur de reconnaître même... Bon, quand ils reconnaissent les crimes, ils ont toujours tendance à dire, OK, oublions, avançons. Mais, parce qu'aujourd'hui, si la plupart de ces pays sont en crise, donc, en réalité, ils sont en crise. Ils sont en crise en dépit de tout ce que vous voyez, ils sont en crise. Donc, si on leur demande de rembourser tous ces capitaux avec les intérêts, d'abord, ils seraient incapables de payer. Mais bon, on peut se référer, la France a fait payer à l'Haïti un grand montant pour être devenu indépendant. Pour son indépendance, on les avait fait payer même. Ils ont payé un montant équivalent à 21 milliards de dollars que la France a fait payer à Haïti. Et donc, pour quelqu'un qui soit indépendant, on te fait payer encore. Et donc, c'est léger de force et de puissance. Mais si nous devenons beaucoup plus forts, eh bien, oui, un jour, on peut leur dire, écoute, de toutes les façons, maintenant, nous sommes plus forts que vous. Vous devez nous rembourser même l'argent que vous avez pris là. C'est tout à fait normal. Je ne vois pas pourquoi est-ce que cela ne pourrait pas arriver. Mais pour l'instant, si on fait les bruits, toute l'Union européenne sera contre nous. Ils vont s'opposer. Parce que si nous lançons les débats, tous les autres pays africains qui étaient colonisés par la France vont attaquer la France, qui étaient colonisés par l'Angleterre vont attaquer l'Angleterre. Et donc, ça sera vraiment bizarre. L'Occident se trouvera en danger. Parce que l'Occident, pendant longtemps vécu, a utilisé la colonisation pour survivre. Et beaucoup de capitaux ont quitté les colonies pour aller en Occident. Donc, si aujourd'hui la tendance se renverse, ça va créer vraiment un grand choc. Ça va vraiment créer un grand choc. Mais c'est à nous d'abord de nous assumer en tant que nation. Une fois que nous devenons fortes et unis, nous devenons une nation forte et unie avec les mêmes idéaux. On devient vraiment un État avec des objectifs clairs. On peut y arriver, pourquoi pas. Et surtout, on sera plus peuplé que la Belgique, parce que la population de la Belgique ne croît plus. Nous, on est en train de croître. On sera pratiquement dans les... Évidemment, il y a les juristes qui peuvent apporter plus là-dessus. Mais nous pouvons, il peut y avoir des procès. Mais en tout cas, ils avaient vraiment volé. Et pas seulement ils avaient volé, parce qu'ils continuent à voler. Ils continuent à voler. J'ai parlé de la façon dont jusqu'aujourd'hui, le cobalt quitte, il est exporté en Belgique. La fuite des capitaux continue. Donc, on ne peut pas
Avant d'aller d'abord à ce niveau-là des procès, d'abord commençons à regarder les problèmes actuellement et nous devons nous battre pour que ces problèmes soient résolus. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc il y a d'abord en interne qu'on se réorganise. Si on est organisé, on devient fort, on peut lancer les procès. Et si on lance les procès, d'autres pays vont suivre. Parce que tout pays colonisé devra suivre l'ancienne métropole. Voilà, c'est un peu ça. Merci. Monsieur Philippe, la parole est à vous. Ok. Bon, la fuite des capitaux. Alors, la fuite des capitaux, c'est juste que, bien, les capitaux sont investis ailleurs, sauf là où ils ont été produits, si on peut dire comme ça. Par contre, je pense le coulage, c'est beaucoup plus juste une perte des capitaux, sans nécessité, qui peut peut-être arriver à contribuer à la ruine d'une entreprise, par exemple. C'est beaucoup plus ça. Je ne sais pas si je suis plus technique ou ça, mais juste la fuite des capitaux, c'est simple. C'est juste les capitaux qui quittent d'un endroit vers un autre. Là, ils peuvent être utilisés, mais le coulage, c'est beaucoup plus la perte des capitaux. La perte et la... Bref, j'espère que j'espère avoir expliqué. Si peut-être quelqu'un a une meilleure explication, il peut aussi contribuer. Mais je pense que c'est ça la différence. Oui, bon, je voulais juste renchérir. Bon, en ce qui nous concerne, nous, plus précisément le Congolais, parce qu'on parle du Congo, qu'est-ce que nous devons plus nous focaliser sur comment maîtriser ou boucher le trou sur le coulage des recettes publiques, ou bien nous focaliser sur le fuite des capitaux, parce que le fuite des capitaux, c'est mondial, même en Italie, en France, il y a le fuite des capitaux. Alors, c'est juste quelque chose. Ok, Monsieur Rodriguez, merci pour la question. En fait, en parlant de la fuite des capitaux, moi, je voulais juste m'hasarder sur la problématique de la fuite des capitaux. Il est vrai que pour d'autres problèmes, là, c'est beaucoup plus l'organisation interne. C'est pour ça que j'ai dit, l'une des solutions pour arrêter la fuite des capitaux, c'est d'abord de s'organiser en interne. Et quand on s'organise en interne, quand on s'organise en interne, là, on sera à même de boucher les trous pour les recettes publiques. C'est un peu ça. Je pense que ce qui se passe au Congo, c'est nous avons un problème structurel énorme. Les gens qui travaillent dans les services générateurs des recettes, soi-disant des recettes, bon, on sait que ce sont les gens qui sont les plus corrompus du pays. Ça, c'est vrai. Ce sont les gens qui ont la meilleure vie. Ce sont les gens qui construisent aujourd'hui demain. Ce sont des gens qui... Donc, bref, ce sont des gens qui sont bien vus. Et tout le monde veut être financé. C'est pas en vain que d'abord beaucoup de gens veulent faire les finances. C'est parce qu'ils savent que les financiers, ils ont une bonne vie. Mais c'est en interne. Tout commence en interne. Si on se bat en interne, on a une vision en tant qu'État. On sait voir, on sait là où les trous sont, là où les trous par où il y a collage des recettes. On bouche. Prochaine étape, on devrait voir maintenant la fuite des capitaux. Ici, je parle de la fuite des capitaux illégale, évidemment. Et là, il faudra s'attaquer à ça. Bref, la première étape, on devait, je pense, commencer par l'organisation interne et ici, voir le collage des recettes. Et puis après, on passe à la prochaine étape. Bref, c'est un peu ça. Mais évidemment, parfois, les problèmes sont reliés, surtout pour ceux qui passent par les frontières. Les frontières, les douanes, les banques. Juste un petit remarque à tous, veuillez demander la parole et dès qu'elle vous est accordée, vous pouvez intervenir. Merci pour la compréhension. Alors, j'aime la question de M. Julieu, je pense, par rapport au dollar, tout ça, le reste. Évidemment, quand les gens voient les devises au Congo, vous savez, le grand problème, ce qui se passe, c'est que ces devises finiront par rentrer dans un autre pays. Parce que, par exemple, je prends quelqu'un comme une fondation comme la Fondation Raoudji, qui vend des choses, qui a une banque et qui rapatrie aussi ses capitaux vers son pays d'origine. Alors, ton argent que tu envoies au pays, ça va finir par rentrer dans ces pays de ces gens-là, au lieu de rester là-bas. Alors, mais quand cet argent va arriver chez eux, ils vont rester dans les secteurs financiers de leur pays parce qu'ils savent comment gérer ça.
Voilà les grands problèmes qui se passent. Euh, donc, comme notre secteur financier ne les contrôle pas, ça pose problème. Voilà. Donc, si on contrôle les secteurs financiers, on aura résolu les problèmes. Quant à acheter en monnaie locale, évidemment, quand la monnaie n'est pas stable, pourquoi la monnaie n'est pas stable? Bien. Généralement, on sait que c'est avec la banque centrale, voilà, les quantités de billets sont imprimées, la planche à billets, voilà. Et ce qui fait qu'il y a une grande quantité de biens en circulation, ce qui fait que les produits augmentent des prix. Et généralement, les gens qui ont leur épargne, ils perdent. L'État doit se rassurer que l'épargne des gens est protégée. Nous avons vu des banques qui se sont écroulées et l'État n'a rien dit. Et ici, je parle des politiciens. C'est pour ça que parfois, quand moi je parle des politiciens, les gens ne comprennent pas. Les banques se sont écroulées et les politiciens n'ont rien dit. Il y a un problème. L'État doit s'occuper de l'épargne de ses citoyens. Les gens ne devaient pas avoir des maux de tête. Et là même, ça revient même à ces problèmes. Pourquoi les Congolais n'ont pas nos banques à capitaux congolais? Ça, c'est un grand problème. Nous devons avoir les banques à capitaux congolais pour résoudre ces problèmes. L'épargne congolaise doit être protégée. Donc, c'est un peu ça ce que je disais. Donc, comme on ne contrôle pas notre secteur financier, on n'a pas de banques, on devient victime. On devient victime et c'est un grand problème. J'espère que nous arriverons à un point où on aura des banques à capitaux congolais. Ce qui est étrange, c'est qu'on est en train de renforcer les banques étrangères existantes. Et ce qui fait que ça sera maintenant plus compliqué pour une banque à capitaux congolais de s'établir au Congo. Ça sera maintenant plus compliqué qu'avant. Parce que le capital social pour ouvrir une banque qui était de 10 millions pendant 10 millions de dollars, il vient d'élever ça depuis une année ou 2 ans, ils ont élevé ça à 30 millions et ça devait remonter, je pense, cette année ou l'année passée à 50 millions. Ça veut dire que si vous voulez ouvrir une banque, vous devez au moins disposer de 50 millions de dollars. Si à 10 millions, on n'a pas pu, vous pensez à 50 millions, on va ouvrir. Et c'est là notre problème. Donc, de 60 à 65, quelle était la base? Ici, je réponds à M. Freddy. Quelle était la base des problèmes aussi longtemps qu'on était devenu indépendant? Alors, Freddy, ok, je dois être simple. Quand on doit passer de l'indépendance, on doit passer donc du 29 juin au 30 juin pour le jour où on devient indépendant. Il fallait que, bien avant d'ailleurs, il faut rentrer à la table ronde, il fallait que les portefeuilles de l'État, on puisse discuter avec la Belgique, quelle entreprise allait revenir au Congo, quelle entreprise allait revenir à la Belgique. Alors, à la table ronde économique, on n'avait pas été sérieux là-dessus. Ça, c'était un grand problème. Et la Belgique avait décidé comme elle voulait. Alors, ce qui fait que tout ce que la Belgique avait dit, on ne pouvait que accepter. Mais il se fait que plus tard, d'abord, c'est là où j'ai parlé de Tchombe. Tchombe est revenu sur les dossiers. En réalité, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les contentieux belgo-congolais. Alors, ces problèmes ont continué jusqu'à plus tard. Et en réalité, quand on voit tout ce que la Belgique a pris au Congo, on peut même rentrer, comme quelqu'un avait posé la question sur est-ce qu'on peut poursuivre la Belgique pour ça? Oui, évidemment, on peut le poursuivre. On peut la poursuivre. Je ne vois pas ce qui nous empêcherait de le faire. Alors, la continuité de l'ancien système et le nouveau système. Par exemple, je prends l'exemple de la GECAMIN. Alors, à l'époque, c'était pas la générale des carrières et des mines, non. Mais il fallait que l'État puisse recevoir ses participations. Les participations qui devaient revenir à l'État congolais et d'autres qui devaient revenir à la Société Générale. Alors, à l'indépendance, ce que je disais, c'est que on devait les participations de l'État congolais dans ce qui était devenu la GECAMIN plus tard, et celle de la Société Générale en Belgique, on devait s'accorder que non, l'État devait prendre autant d'actions et les autres devaient prendre autant. Malheureusement, quelques jours après l'indépendance, d'ailleurs, je vous ai dit que nous avions un déficit financier les jours de l'indépendance. Quelques jours après, le Katanga se proclame indépendant. Et qui sont les gens qui étaient derrière la sécession katangaise? Vous verrez toujours c'était les Belges,
sociétés financières, les, les, les entreprises qui avaient beaucoup d'intérêt dans. Alors les Belges avec l'ex-union minière qui deviendrait la Gécamine plus tard, c'est eux qui avaient poussé qu'il y ait sécession. Donc c'était clairement les Katanga, l'union aux minières du Katanga, c'est là où eux, ils étaient en train de voir leurs intérêts, tout ça. Et le pays donc a été amputé de l'entreprise qui lui générait le plus de revenus. En quelques jours après l'indépendance, pendant qu'on avait déjà une définition financière. Bref, il y a beaucoup de choses. Si nous regardons sous cet angle financier et comment les choses se sont passées, on se rend compte qu'il y avait beaucoup de dossiers qui nous avaient échappé à la période de l'indépendance et que les gens, quand on parle de ces dossiers, fameux dossiers de sécession, c'était un dossier plus financier où il y avait des intérêts, des gens qui voulaient protéger leurs intérêts que l'intérêt de l'union du pays. C'est un peu ça. Bref, je ne sais pas si j'ai répondu, mais entre 60 et 65, c'était d'abord essayer de réunir les pays. Quand il y a eu les problèmes, essayer de réunir les pays. Est-ce qu'on avait pas, ils avaient réuni, et puis ça a pris du temps. Hein. Ça a pris du temps parce que 63, 64, il y a eu d'autres rébellions sérieuses qui vont aboutir à ce que Tshombe, à la nomination de Tshombe comme Premier ministre. Et c'est avec Tshombe, je pense que la rébellion, les dernières poches de rébellion seront effacées. Et c'est Tshombe qui finalement va aller résoudre ces problèmes du contentieux belgo-congolais en Europe. En Belgique, c'est lui qui allait. Mais l'histoire nous rappelle que lui-même, quand il est arrivé là-bas, on l'avait triqué. C'est même l'histoire que Kwame Nkrumah est en train de dire dans son livre. Lui-même, il était rentré content qu'il avait résolu les problèmes, mais en réalité, on l'avait dribblé. Voilà ce qui s'est passé entre 60 et 65. Merci. Seulement, peut-être, je devais rappeler que Mobutu avait repris ces débats à son avantage. Quand la Belgique essayait un peu de faire la tête à Mobutu, Mobutu avait repris. Et ce qui, plus tard, va contribuer à ce que Mobutu puisse nationaliser la Gécamine. Ce qui deviendra la Gécamine plus tard, pour l'union minière. Mobutu s'était basé un peu sur certains arguments. Il voulait que la terre, évidemment, il devait d'abord renationaliser la terre. C'était ça avec la loi Bakajika, la fameuse loi qui nationalisait la terre en 66. Et puis après, il avait nationalisé la Gécamine. Évidemment, il devait négocier. Les négociations n'avaient pas abouti. Et puis, finalement, Mobutu avait dit, il s'était imposé. La Gécamine avait été nationalisée. Voilà un peu l'intervention. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si je n'ai pas été précis sur un point ou un autre. Tu peux toujours intervenir et puis poser la question. Merci. Oui, bonsoir la famille. Merci Monsieur Philippe Faradja pour la présentation et que j'ai vraiment suivi, je l'ai suivi en grande partie. Alors j'ai entendu quand tu commençais à nous donner tes solutions pour faire face aux problèmes de fuite des capitaux. Tu as parlé de l'éducation. Alors, je vais savoir, parce que quand vous parlez de l'éducation, on fait directement allusion au système éducatif. Trouvez-vous que les systèmes éducatifs congolais actuellement peut bien lutter contre cette affaire-là? Juste question de savoir si vous trouvez que les matières qui sont prévues à nos programmes scolaires actuellement doivent être retouchées ou bien améliorées. Qu'est-ce que vous pouvez proposer dans ce sens-là? Que pouvez-vous proposer dans ce sens-là? Parce que moi, je suis d'accord avec vous qu'il s'agit vraiment d'une question d'éducation. On doit apprendre aux gens c'est quoi la fuite des capitaux, comment y faire face. Alors, trouvez-vous que le système éducatif congolais actuellement est déjà bien fait ou bien il faudra les retoucher et dans quelle mesure pouvez-vous proposer quelques solutions? Merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur Alphonse, pour cette question. Merci pour l'intérêt que tu as eu à suivre.
Alors, l'éducation, c'est la base de toute chose. Évidemment, je dois peut-être me baser sur ma propre expérience, mon parcours. Les seuls cours d'économie que j'ai eus à l'école secondaire, évidemment, c'est le cours d'écopole, le fameux cours d'écopole, qui est un cours que beaucoup de gens négligeaient. Je me rappelle que mon professeur à l'école secondaire nous avait même forcé à apprendre comment équilibrer les budgets dans ce cours d'écopole, il était sorti largement du programme. Et nous, à l'époque, on s'est plaigné, on se disait, mais pourquoi tu nous amènes là-bas? C'est pour les gens qui sont commerciaux. Mais en réalité, je pense qu'il avait raison. Bien que faisant une section scientifique, on était... Alors, bien que étant d'une section scientifique, on était censé connaître comment l'économie fonctionne, on était censé connaître comment le budget s'est fait, comment ça s'équilibre. Voilà. Alors, selon ma propre expérience, évidemment, à part la géographie économique, il n'y a rien, il n'y a aucun autre cours à caractère économique qu'on a eu. Et quand il parle de cours à caractère économique, évidemment, le cours de géographie économique, ce n'est pas un cours d'économie, c'est un cours de géographie économique. Alors, le seul cours d'économie qu'on a eu, donc, ou le cours de finance, c'est pour moi le cours de COPOL. Donc, tu peux t'imaginer en 6 ans ou en 12 ans, juste tu as eu un seul cours de finance, un seul cours d'économie, et puis voilà, ça sera difficile pour toi de comprendre les enjeux économiques, c'est tout à fait normal. Alors, sur cet aspect-là, je trouve que le programme n'est pas adapté. Le programme n'est pas adapté. Alors, je trouve que le programme n'est pas adapté. C'est comme ça que même pendant mon exposé, j'ai demandé, attends, pourquoi est-ce que le cours des maths ou le cours de français devait être le cours le plus important? Pourquoi pas le cours d'économie? Pourtant, c'est les finances, parce que nous sommes maintenant dans une économie monétarisée, nous sommes affectés tous par la finance, nous sommes tous affectés par la monnaie. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne devait pas avoir un cours de finance et économie pendant tous les cursus. Évidemment, comme on a un cours de religion, on devait mettre un cours de finance à côté. Ou comme on a un cours de civisme, on devait avoir un cours d'économie à côté. Ou comme on a un cours de géographie ou d'histoire, on devait avoir un cours d'économie. Moi, je ne vois pas pourquoi nous avez mis de côté. Et je peux vous assurer que le problème qui s'est passé, c'est que les Belges à l'époque savaient. Ils ne voulaient pas que les gens comprennent comment l'économie fonctionne. Parce que si les gens comprenaient comment l'économie fonctionne, il y a beaucoup de choses qui allaient être résolues déjà dès le départ. Ils ne voulaient pas que les gens comprennent. Et vous devez savoir que les programmes économiques, les programmes scolaires ou éducatifs congolais, c'est un programme c'est la Belgique qui l'a façonné. C'est la Belgique qui est l'initiatrice. Donc, on a fait que suivre. Et jusque maintenant, en tout cas, selon mon analyse personnelle, l'État congolais ne sait jamais assez pour dire quelle matière faut-il à quel Congolais de quel âge pour que les pays puissent devenir grands. On n'a jamais fait ces points-là. Donc, on a été généralement dans la continuité. C'est les bureaux d'études catholiques qui avaient été en avance sur les programmes ou sur l'enseignement de l'État et c'est généralement eux qui imposaient les systèmes à suivre. Jusqu'à aujourd'hui, on a de la difficulté à poursuivre. Bref, du point de vue stratégique ou géostratégique, quand moi je regarde les systèmes du point de vue géostratégique, quand je regarde le programme d'enseignement congolais, je trouve qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux de notre pays. On n'est pas à la hauteur. Il faudra qu'on les retouche. Parmi les choses qu'on doit inclure, c'est par exemple le cours le plus important. Le cours d'histoire doit être très important. Le cours de géographie doit être très important parce que vous êtes assis avec des étudiants à l'université, vous leur demandez quelle matière on produit où? Ou comme récemment ici, on vient de dire par exemple qu'on vient de découvrir le niobium. Mais quand vous lisez des livres des années 60, on parle déjà du niobium, les Congos qui produisaient le niobium. Et on dit le niobium, maintenant on dit, le niobium il est plus cher que le coltan. Et les gens commencent à dire, le niobium, finalement au Congo on a trouvé. Non, quand vous lisez des livres des années 60, il y a déjà le niobium, on en parle. Les États-Unis qui étaient intéressés par le niobium de la RDC depuis les années 60. Bref, il faut vraiment qu'on retouche au système éducatif. Mais il faut qu'on retouche au système éducatif. Mais quand j'ai parlé de l'éducation, c'est formellement, oui, c'est la partie du système éducatif où on va à l'école. Mais aussi informellement, il faudra qu'il y ait des clubs où on apprenne aux gens l'économie.
Qui est ces clubs-là? On apprend aux gens comment l'économie s'est fait, comment les finances se font, comment les banques fonctionnent. Il faut qu'il y ait ces genres de choses. Parce qu'il y a des choses, évidemment, qu'on ne va jamais apprendre en classe, mais qui vont s'apprendre dans. Comme il y a ailleurs dans d'autres pays, il y a des clubs de lecture. Il faut qu'il y ait des clubs où les gens vont apprendre comment l'économie fonctionne, que les gens débattent, que les gens apprennent. Sinon, sans cette façon de procéder, je pense nous ne serons pas à la hauteur de résister à la concurrence des autres pays comme la Chine et les autres, qui, eux, ils apprennent tout ça. Ils ont des gens formés, formatés pour ça. Ils savent comment les choses fonctionnent. Et nous avons aussi besoin que les futures générations soient à la hauteur des enjeux. En tout cas, selon moi, on ne peut pas avoir notre 10 ans sans qu'il y ait des banques à capitaux congolais gérées par des Congolais où les patrons sont des Congolais. Ça serait vraiment une grande perte. En tout cas, on doit gérer. On doit réapprendre. Et pour ceux qui ont déjà des enfants, des parents, eh bien, l'éducation qu'on a apprise n'était pas suffisante. Ça, vous devez le savoir. Peu importe si vous avez eu à faire une bonne école, sachez que le système éducatif congolais n'est pas adapté. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de problèmes. On n'a pas de banques, on ne sait pas gérer, on ne sait pas faire cela. Reconnaissons d'abord nos problèmes et puis essayons de les résoudre tout en proposant. Évidemment, on aurait voulu qu'il y ait des gens parmi nous qui comprennent ces enjeux et qui vont même proposer aux décideurs, dire, introduisez ça dans le système éducatif, changez ça. Et vous verrez que dans les 30 prochaines années qui vont suivre, les choses vont aller automatiquement du soi. Parce qu'il y aura des gens qui naissent, qui vont passer par ce système, qui vont apprendre. Voilà. Bref, merci beaucoup, M. Alphonse. Merci. Oui, merci pour la réponse. Mon autre préoccupation concerne cette affaire de paradis fiscaux, parce que vous l'avez aussi évoqué. Alors, je verrais juste savoir, on entend souvent parler des paradis fiscaux. J'aimerais savoir, est-ce que ces structures-là disposent-elles, en fait, permettez-moi la tautologie, j'allais dire, disposent-elles d'une structure légale, c'est-à-dire reconnue? Donc, par exemple, quand vous parlez des Panama Papers, s'agit-il d'une structure qui est légalement reconnue, comme telle, comme un paradis fiscal, dans lequel des capitaux peuvent être enfouis sans servir à des populations? Tout ce que je sais sur les paradis fiscaux, c'est que la loi locale de ces endroits-là insiste sur une imposition faible ou nulle. Imposition faible ou nulle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu viens avec ton argent, par exemple, ton argent ne sera pas taxé. Voilà. Alors, si tu fais des activités là-bas, financières, par exemple, sur les revenus, on va te taxer très moins cher. Alors, ce qui fait que, généralement, ils ont tendance à attirer les capitaux. N'oubliez pas que, concernant la fuite des capitaux, il y avait un argument de soit la maximisation de... Il y a des arguments pour lesquels la fuite de capitaux s'opère, soit la maximisation des revenus, soit c'est la fuite des enquêtes. Pour les cas africains, évidemment, c'est beaucoup plus pour la fuite des enquêtes que pour la maximisation des revenus, parce que pour les cas africains, les retours sur investissement est très élevé. Alors, mais pour ceux qui amènent leur argent dans des endroits comme Panama et le reste, c'est que généralement, ils veulent fuir les enquêtes ou bien ils veulent maximiser les revenus, ils veulent réduire l'imposition fiscale. Alors, ils veulent réduire les taxes, ils amènent ça là-bas. Mais oui, c'est juste un pays qui dit, c'est juste un pays comme au Congo, on peut dire aujourd'hui, bon, celui qui travaille au Congo, on va lui imposer pour l'impôt sur les revenus. Impôt sur les revenus, il sera taxé à 2%. Voilà. Ça veut dire que beaucoup de gens qui ont le travail, ils auront tendance à vouloir venir au Congo. Ça veut dire que si on me demande, entre travailler aux États-Unis, on m'impose à 35% et travailler au Congo, on m'impose à 2%, j'aurais tendance à aller faire là, on m'impose à 2%. Parce que si je gagne $100 et qu'on m'impose 35%, je n'aurai qu'un net de $65. Pourtant, si au Congo on m'impose 2%, j'aurai $98 dans ma poche. Bref, là où on m'impose, moi, j'aurais tendance à ne pas y rester. Voilà un peu la logique des paradis fiscaux. Ils sont nombreux. La ville de Londres, c'est un paradis fiscal. New York, c'est un paradis fiscal. Généralement, avec ce que vous appelez les zones économiques spéciales.
laissez-moi vous dire que, bon, évidemment, moi, je suis ici à Tianjin. À Tianjin, il y a une zone économique spéciale. Les taux d'imposition sont très bas. Ce qui fait que, généralement, dans ces endroits-là, et toi, tu as vécu à Tianjin, tu dois connaître autour de l'aéroport de Binai, c'est une zone économique spéciale. L'imposition est très basse. Les taxes sont basses. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises là-bas. Bref, c'est un peu ça. C'est juste un État. Ça veut dire que même en Chine, il y a des paradis fiscaux. Je pense que Hong Kong doit être paradis fiscal. Il y a pas mal de paradis fiscaux. C'est généralement là où les gens vont mettre leur argent, tout ça. Panama, ils voulaient maximiser les revenus. Ils n'ont pas d'argent. Ils ont dit, écoute, on n'a pas d'argent, on fait quoi? On met une législation telle que les gens qui viennent travailler seront imposés moindres. Ils auront une imposition moindre. Et les capitaux ont commencé à affluer. Les capitaux ont commencé à affluer vers Panama. Voilà, voilà. C'est un peu ça. Donc, ce sont des structures existantes. Elles existent, elles sont réelles. Mais généralement, dans des pays comme, généralement en Occident, quand tu es un politicien, tu ne dois pas, tous tes revenus doivent être déclarés. Quand tu as des revenus non déclarés, généralement, ils finissent par démissionner. C'est pour ça que certains journaux comme Canard Enchaîné ou Mediapart, quand ils arrivent à prendre un ministre qui avait des revenus, qui a placé son argent dans un paradis fiscal, c'est une aubaine pour eux parce que généralement ça aboutit par la démission du ministre. Ça montre que tu dis aux gens, vous payez l'impôt et la taxe pendant que toi-même tu fuis. Tu vois, c'est ça le problème qui se passe en Occident là, parce qu'en Occident, sans impôt ni taxe, le système ne peut pas tourner. Voilà un peu mon commentaire sur cette affaire des paradis fiscaux. Voilà. Ah oui, merci pour la parole. En fait, au regard de tout ce qui vient d'être dit, étant donné, parce que j'ai fait le constat que le problème, si nous l'analysons très bien, le problème du Congo est systémique. Alors, pouvons-nous déjà penser à créer un marché financier congolais ou marché financier ou boursier congolais pour remédier à tout ça? Donc, c'est juste ça. Oui, alors, en fait, on doit voir, le marché congolais doit exister. C'est quand même, ça choque que les potentiels du marché congolais n'est pas exploité. Quand je parle des potentiels du marché congolais, c'est dans son ensemble et puis peut-être du marché financier. Les provinces doivent échanger entre elles, les villes doivent échanger entre elles. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un problème des transports, d'infrastructures, des transports entre villes, entre provinces. Il faudra que toutes ces choses soient, il faudra que les infrastructures soient établies et soient construites. Toutes les provinces doivent se mettre au travail. Toutes les provinces doivent se mettre au travail pour échanger. Parce que c'est ça qui fera que la nation aussi puisse avancer et aller de l'avant. Alors, une fois que chaque partie du pays se met au travail comme il se doit, une fois que les gens peuvent faire des échanges comme il se doit et que chacun peut gagner et puis épargner et puis investir, et puis c'est comme ça que les choses vont avancer. On ne doit pas rester seulement à ce point où on voit des banques qui sont que dans certains coins du pays. Les banques congolaises, on sait là où elles sont. Kinshasa, le Katanga, un peu à l'est, quelques coins, et puis c'est tout. Ailleurs, il n'y a pas de banques. Et ça qui fait même que pour payer les enseignants, il faut passer par Caritas. Vous savez, dans les coins, pas reculés, dans certaines villes au Congo, il n'y a pas de banques. Il faut passer par Caritas pour payer. Ou il faut passer par Soficom pour payer. Donc ça devient compliqué. Il faut à tout prix. Il faut à tout prix. L'inclusion financière doit être là. Tout le monde doit être inclus du point de vue finance. Parce que si on reste à ce point où les pays, ils peuvent se défragmenter facilement parce que s'il n'y a pas d'échange entre coins, et que par exemple les gens qui sont à Kin vont s'approvisionner à Brazza, les gens qui sont à Lumbashi, ils vont s'approvisionner toujours en Zambie, les gens qui sont à Mavivi, ils vont s'approvisionner à Païda, ils vont s'approvisionner en Ouganda. Les gens, non, c'est pas comme ça les pays. Les gens qui sont à Lodja, par exemple, ils devaient être à même d'aller en Mbujimayi ou aller au Katanga ou aller, ou aller en Équateur ou aller du côté de Kisangani. C'est comme ça. Bref, l'État doit être fait et renforcé. C'est comme ça qu'on saura les points qui savent produire, on saura les points qui sont. Vous savez, quand vous regardez le Congo, les points qui avancent, c'est généralement les points qui sont frontières. Kinshasa est par exemple à la frontière,
Vous regardez Lubumbashi est pratiquement à la frontière, Goma est pratiquement à la frontière. Quand vous avez des villes qui sont un peu internes comme Kisangani, des villes internes comme Bandaka, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, des villes comme Loja ou Kindu. Ça devient vraiment compliqué. Et vous avez par exemple des difficultés d'avoir de l'eau potable, vous ne comprenez pas. Alors, il faudra vraiment que... c'est pour ça que le développement du pays, c'est un sujet qui devait préoccuper tout le monde. Tout le monde doit être impliqué et il faut se rassurer que toutes les parties du pays avancent au même moment. Parce que si certaines parties avancent, d'autres n'avancent pas, ça va créer un déséquilibre du point de vue économique. Vous êtes en Chine, vous voyez comment l'État essaie d'équilibrer entre l'Est qui est développé et l'Ouest qui n'est pas développé. L'État essaie par tous les moyens de mettre, d'inciter les gens à aller investir dans les provinces de l'Ouest. Voilà comment un État qui est sérieux, qui veut avancer, doit se comporter. Bref, j'espère que j'ai répondu à la préoccupation de mon confrère, mon compatriote Rodriguez. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Philippe. Je crois qu'on est en train déjà là de chiter. Donc, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin ou quelque chose à ajouter là-dessus. Il est temps, vous pouvez le transmettre, le dire. Ah, ok. Excusez, Monsieur Rodriguez, je n'ai pas bien cerné ta question quand tu as parlé du marché financier. Alors, pour que les entreprises soient cotées en bourse, évidemment, et ouvrir leur capital, laissez-moi être clair avec toi, il y a même un problème. Parce que les entreprises étrangères qui viennent au Congo, elles ne veulent pas ouvrir en réalité leur capital aux nationaux. Alors que l'État oblige les employés, par exemple, à détenir au moins 5% du capital social de toute entreprise. Je ne vais pas te dire le nom d'une entreprise pour laquelle j'ai travaillé à Kinshasa. C'est une lutte. L'entreprise est là depuis 2002. Et je vais t'assurer qu'en 2019, les fonctionnaires n'ont pas toujours eu accès à leurs 5% d'actions. L'entreprise, les nationaux, les employés n'ont pas toujours eu accès à leurs 5% d'actions que la loi les oblige les entreprises à accorder aux employés. Ça fait 17 ans. Donc, bref, je t'ai dit, on aurait bien voulu que les entreprises ouvrent, mais elles vont ouvrir pour qui? Dans quel cadre? Qui va faire le suivi? Tout ça. Je vous donne 17 ans. La loi oblige que les employés aient un certain pourcentage d'actions. Mais il y a beaucoup d'entreprises. Il n'y a rien. C'est toujours les mêmes actionnaires qui sont actionnaires. Ils n'ouvrent jamais. Alors, pour que l'État aussi puisse ouvrir, ce qui est vrai, il faut que les gens puissent quand même avoir du capital pour entrer. Ou ce qu'on peut faire, c'est comme ce qu'on a fait en Afrique du Sud, obliger les entreprises pour que chaque année, ils puissent commencer à ouvrir leur capital. Okay? Les obliger, par exemple, on vous dit que chaque année, vous devez au moins vendre entre 5 et 10%. Jusqu'à ce que vous allez attendre, jusqu'à ce que la population ou les citoyens peuvent devenir actionnaires jusqu'à peut-être à 80% ou à 60% ou même à 50%. Ça peut se faire, mais c'est à l'État. Encore une fois, nous rentrons dans ce que je disais quand je disais que les banques sont détenues par les étrangers. Il y a une politique au Congo à ne pas favoriser les nationaux. Et ce qui fait que les banques aujourd'hui, le fait que les banques soient détenues par les étrangers, c'est vraiment une matière à réflexion. Et aussi, les étrangers savent. Ils essaient même par tous les moyens de bloquer pour que cela ne puisse pas être ouvert aux nationaux. Voilà un des grands problèmes qu'il faudra faire. Alors, le grand problème, c'est qu'en restant comme ça, il n'y a que ces petits groupes des entreprises étrangères qui gagnent. Parce qu'ils ne peuvent pas aller partout. Et entre-temps, les Congolais aussi, l'essence des affaires, vous ne les développez pas parce que les affaires, comment vous les développez? C'est plus vous vous impliquez là-dedans, plus vous gérez, plus vous apprenez comment gérer. Il y a des choses qui ne s'apprennent que par expérience. Donc, c'est à nous encore, comme j'ai dit, l'organisation interne, c'est à nous d'imposer cette dynamique pour forcer nos politiques à demander qu'il y ait un peu ce protectionnisme et là qu'on puisse valoriser les nationaux. Ici en Chine, c'est même connu. Tu n'es pas associé avec un national. Comment tu vas, par exemple, ouvrir une entreprise? Voilà, c'est déjà clair. Et ils ont fait ça. Et regardez, les capitaux, c'est eux, ils gèrent tout ici chez eux. Là. Mais chez nous, tu vois, même les banques, ce sont les étrangers. Il y a un problème sérieux là.
Il y a vraiment un grand problème. Bref, c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais bref, même si on doit obliger les entreprises à ouvrir, les gens doivent avoir quand même un minimum de capital. Le capital financier que nous avons, il est où aujourd'hui? Quel est le capital moyen qu'un Congolais a en banque ou les taux d'épargne moyen d'un Congolais? Il est de combien? Parce que si on ouvre une entreprise qui font 1 milliard, combien de Congolais devront, si on ouvre par exemple 100 millions, combien de Congolais doivent se mettre ensemble pour avoir 100 millions? Parce que s'ils pouvaient se mettre ensemble, ils avaient déjà ce capital. Pourquoi pas maintenant ils se mettent ensemble pour créer des banques? Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a vraiment un problème et il faut rentrer à ces points-là et les résoudre. Si les gens qui ont leurs finances, qui ont leurs moyens, bon, qui se mettent ensemble, voilà, qui constituent la banque, qui constituent cela, qui constituent ceci, mais que l'État aussi puisse devenir protecteur des épargnes des nationaux. On a vu ce qui s'est passé avec la BIAC. On ne sait même pas, on n'a jamais entendu quelqu'un ait été arrêté. Voilà, les dossiers clos, cette affaire est finie. La banque congolaise, avant cela, c'était pratiquement la même chose. Bref, beaucoup de choses à refaire. Voilà la conclusion. Beaucoup de choses à refaire. Juste vous dire merci pour l'audience que vous m'avez accordée. Je dois vous dire que personnellement, quoique cette recherche, je l'ai faite il y a 2 ans, j'essaie toujours de l'améliorer. Et j'espère que les interventions des uns et des autres vont m'aider à pouvoir la parfaire. Bref, merci beaucoup pour tout. Et je dois dire merci au comité de m'avoir fait confiance. Voilà. Bonne soirée et salutations à toute la grande famille. Merci. Merci à tous de nous avoir accordé ce temps et de nous avoir prêté attention et d'avoir pu en fait réagir. Merci vraiment beaucoup. Et je tiens à remercier grandement notre frère Philippe pour cette belle présentation. Et je crois que notre débat d'aujourd'hui est vraiment clos. Merci à tous. Merci.